Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à cette dernière conférence sur les questions de conditions en fait, des animaux dans la ville. Cette conférence ce soir portera sur les chiens dans la ville. Juste quelques petits mots en fait, d'introduction pour juste préciser en fait, des règles de bon fonctionnement sur Teams en visio. C'est d'essayer de laisser votre micro en fait coupé quand vous ne vous exprimez pas pour préserver la qualité sonore. N'oubliez pas de l'activer quand vous voulez vous exprimer. Cette conférence est filmée, donc si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, veillez à couper effectivement également votre caméra. Pour commencer, je vais laisser tout de suite en fait la parole à notre élu en fait délégué à l'animal en ville, Monsieur Goater, pour commencer cette soirée. Écoutez, merci Audrey. Je voulais vous saluer et vous souhaiter à tous une très bonne année 2022. C'est l'occasion de faire des vœux. C'est aussi l'occasion de rappeler un petit peu les différents événements qui ont eu lieu dans le cadre de notre travail participatif d'élaboration d'une charte sur la question des animaux en ville, sur la condition des animaux en ville, et notamment et particulièrement à Rennes. Et donc, on a lancé donc avec Émilie Dardenne, je crois qu'ils viennent nous rejoindre, ce travail collaboratif en juin dernier, et nous avons organisé donc 4 conférences thématiques pendant le dernier trimestre 2021. La première était sur les chats dans la ville, et donc on voulait faire la même chose sur les chiens dans la ville, donc qui est le sujet de ce soir. Nous avons fait également une webconférence plutôt portée sur le regard des vétérinaires sur la question de la condition animale. Et nous avons aussi fait une webconférence sur la biodiversité, sur le regard, la question de la faune et la biodiversité animale dans la ville. Donc, on n'en a pas fini complètement avec toutes les rencontres et toutes les réunions, puisque nous allons continuer le travail à la fois de collecte, de recherche et de bonnes idées, et puis de comment faire évoluer la politique de la ville de Rennes, et notamment élaborer ce guide et cette charte en fait sur la question de la condition animale dans la ville. Et donc on a déjà un rendez-vous qui aura lieu le 5 mars, qui sera un forum à Carrefour 18, donc c'est un samedi. Retenez bien cette date, ce sera, je crois, de 10h à une partie de l'après-midi. On pourra manger ensemble et pouvoir travailler justement par groupe sur plein de questions qui auront été abordées au cours de ces rencontres, webconférences. Puisque parallèlement à ces webconférences, nous avons 5 groupes de travail qui continuent à travailler, à bosser, sous forme à la fois d'auditions, de rencontres, de visites sur place. On a visité la SPA, on a visité la fourrière animale, on a visité l'éco-centre de la Taupinet. On va aller rencontrer aussi la personne qui s'occupe de la volière du Tabor. Et puis, il y aura plein d'autres encore rencontres à venir. Et donc, on vous invite à retenir cette date du 5 mars et à réserver votre samedi pour venir construire avec nous cette charte. Donc, merci d'être présent encore ce soir. Alors, c'est une démarche qui est suivie par un grand nombre de services et d'élus de la ville. Et du coup, là, on a une sorte de panorama assez intéressant que vous allez pouvoir découvrir sur la question des chiens dans la ville. Voilà. Voilà, en effet, nous avons en fait plusieurs intervenants ce soir pour aborder la question des chiens dans la ville sous différents en fait volets. Et on va commencer en fait par vous, docteur en fait de Morep, sur une introduction générale sur les chiens. Oui, bonsoir. Du coup, comment je fais pour partager mon écran? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, Ton micro, Audrey. Alors, vous avez une petite flèche en haut à droite pour partager votre écran. Ok, une petite flèche en haut à droite.
juste à gauche de quitter et vous appuyez sur écran. Et logiquement, ça devrait s'afficher. Alors, c'est pas forcément en haut à droite, ça peut être au milieu, ça peut être sur une Ouais, bande. ça dépend des versions en fait. Voilà. De Teams. Ouvrir le bac de partage, c'est ça qu'il faudrait que vous puissiez cliquer. C'est marqué ouvrir un bac de partage, c'est effectivement un rectangle blanc avec une flèche. Ah oui, d'accord. Non, c'était en bas. D'accord. D'accord. Ok. Donc là. Mais Voilà. Alors, est-ce que vous allez me dire si vous voyez le PowerPoint? Ah, on entend parler. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ok. Et là, vous voyez le PowerPoint? Alors peut-être qu'il y a un tas de latence, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Attendre un Donc, peu. d'accord, c'est une... Tu vois du monde? Ouais, je vois du monde. 1, 2, 3, 4, 5 personnes, Nicole. C'est bon. ah oui, c'est bon, je vous vois, vous êtes dans la réunion, monsieur. Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro peut-être? Alors, désactiver le micro. Je l'ai fait, c'est bon. Toujours pas de PowerPoint? Là, Non. Il faut peut-être que je désactive la caméra. Non, non, je pense que c'est pas lié en fait à ça. le micro, bah, si vous voulez, vous n'avez qu'à gérer le micro. Je vais revenir. Normalement, en fait, quand vous partagez votre écran, vous avez une sorte de contour rouge qui s'affiche. Fermer le bac de partage. Alors, bah, normalement, ça fonctionne. Ah, d'accord. Je crois que j'ai peut-être bureau Microsoft PowerPoint. Je pense que ça va marcher. Alors là, vous allez me dire. Parfait, on a en image. Hein. Voilà. Bon bah voilà, c'est parfait. On va y aller parce que du coup, j'ai un temps assez court. Donc oui, on m'a demandé de faire une petite introduction aux séances de conférence de ce soir, au cycle de conférence et de faire un portrait du chien moderne. Donc j'ai un plan qui m'a été donné avec qui reprend un peu l'origine du chien, la typologie des chiens sur laquelle on passera assez vite. On en viendra à la notion de chien de catégorie telle qu'elle a été définie par la loi et on s'attardera sur le statut et la place du chien dans nos villes et foyers. Enfin, on parlera d'éducation et de troubles du comportement. Donc, on va s'intéresser au chien contemporain. D'où est-ce qu'il vient ce chien? Alors, la domestication d'une espèce animale, pour rappel, c'est l'acquisition et la transformation de caractères et de comportements héréditaires au contact de l'homme qui résulte d'une interaction prolongée avec l'homme ou d'une volonté de sélection. Et en fait, en sédentarisant, l'homme a domestiqué des espèces animales, principalement pour des raisons alimentaires au démarrage. Et à l'origine, la domestication s'est fait pour faciliter les activités humaines. Donc on pensait que la domestication du chien, elle datait de 15 000 ans, mais en fait maintenant on sait que c'est plutôt 35 000. En comparaison, le cheval, il a été domestiqué qu'il y a environ 5 500 ans, et le bétail 3 000 ans grosso modo avant le cheval. Donc 40 000 ans de vie commune, ça crée des capacités relationnelles et de communication uniques chez le chien, avec des comportements très spécifiques. Alors, hop. Donc je vais passer très rapidement sur la typologie des chiens. En fait, suite à cette domestication, il y a une énorme diversité génétique qui s'est créée, une diversité de phénotypes, c'est-à-dire d'apparence, de comportement, d'aptitude, également de prédisposition aux maladies chez certaines races. Donc, il y a une grande hétérogénéité dans les races canines, mais pour autant une grande homogénéité dans chaque race. Il y a environ 450 races dans le monde. En France, c'est la Société centrale canine qui s'en occupe, qui a été fondée en 1881 et elle fait elle-même partie des 5 membres fondateurs de la Fédération cynologique internationale qui a été créée en 1911. Pour résumer, donc la SCC est actuellement dirigée par un vétérinaire comportementaliste, Alexandre Balzer, depuis 2021. Et elle gère la gestion des races, elle chapeaute les clubs de races, représente l'élevage auprès des pouvoirs publics et elle gère les championnats et les manifestations canines en France. Pour ce faire, elle va tenir le livre des origines français, donc les pédigrés, organiser les expositions canines, les épreuves d'utilité, enfin de chiens d'utilité. Elle va faire passer des brevets, délivrer des brevets aux chiens, délivrer des prix, des récompenses, des certificats de conformité, établir les règles de concours. Elle est nombreuses commissions
commissions éducation et activités cynophiles, des commissions pour les chiens de berger et de garde, etc. Bon, il y a vraiment beaucoup de commissions. Tout ça, vous le trouverez directement sur Internet si ça vous intéresse. La nomenclature de la FCI qui est reprise dans la SCC, elle regroupe les chiens en 10 groupes selon leur morphologie ou leur fonction, chien de chasse, de terrier. Alors, excusez-moi, juste je vous interromps, docteur Demorey. Je bien suis sûr. désolée, mais votre diapo ne défile pas. Est-ce que c'est normal? On est toujours sur la première diapo. Ah bah non, c'est pas normal. Ah, je suis déjà loin, moi. Alors, attendez. Que je me suis Ah bah c'est dommage parce que Vous avez sans les partagé images, l'écran du PowerPoint Alors, comment sur je peux l'écran de faire, visualisation. Alors, je vais essayer de quitter. Échappe. À flûte. Là, vous n'avez toujours rien du coup. Si, on est à la diapo 7. Mais on n'est pas en mode visualisation, on est en mode édition. Du coup. Il y a un bug. Alors, le partage a été interrompu en fait. Alors, c'est pas grave. C'est bien de m'avoir prévenu. Ah non, mince, j'ai arrêté le partage. Alors, Top PowerPoint. Je vais le relancer, vous me dites quand c'est bon. Là, je suis sur la diapo 7, effectivement. Vous avez vu toutes les autres diapos ou pas du tout? Non, elle défilait pas du tout, mais c'est pas grave, on vous a écouté. Là, on voit pas le diaporama, là, on est sur l'édition. Vous l'avez pas du tout là? Si, on a le diaporama qui s'affiche, mais pas en mode visualisation. Pas mais en bon. mode, Ah mince. C'est pas très grave. Si vous cliquez sur les diapos, je pense qu'elles vont changer. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas. Voilà, c'était. On est rendu ici. Voilà. Là, exactement. vous allez voir. Voilà. Alors. Donc, on va parler maintenant des chiens de catégorie. Donc, les chiens de catégorie, cette loi sur les dites loi sur les chiens dangereux, elle date de 1999 et ça a pris forme suite à l'émotion qui a été provoquée par les accidents en fait de ces dernières années. Avec les morsures canines, et ça a décidé le gouvernement à bâtir ces lois pour diminuer les accidents liés aux morsures de chiens. Mais avant d'aborder ces deux catégories-là, il faut qu'on parle de dangerosité pour replacer les choses dans leur contexte. C'est important. Je vais essayer de vous les zoomer un peu, les diapos. Donc, pendant les 20 dernières années, il faut savoir qu'en France, il y a eu 33 décès par morsure de chien. Donc, ça fait moins de 2 décès par an. Les morsures, quand on parle de morsures, elles ne sont pas toutes déclarées, parce qu'il n'y a pas d'observatoire des morsures en France. Ça aurait été intéressant pour étudier la dangerosité canine. Ça a été réclamé par la profession vétérinaire lors de la création de cette loi, et ça a été refusé. Donc, à ce jour, Pourtant, on sait que scientifiquement, il n'est pas possible de démontrer que les chiens de première et deuxième catégorie sont réellement plus dangereux que les autres. Il n'est pas non plus possible d'isoler une race comme plus dangereuse. Il y a des études qui vont mettre en avant le berger allemand, d'autres le chien de terrier. Ce sont des études assez peu fiables. Et il n'est pas possible, ça dépend un peu de l'effet de mode, quoi. Des fois, il y a plus de terriers, des fois plus de bergers allemands. On comprend que ces chiens se retrouvent dans les premiers chiens mordeurs. Il n'est pas possible d'associer non plus un gène avec un comportement, ni de caractériser un comportement de façon purement génétique. On va remettre la loi dans son contexte. Alors, donc on va s'intéresser un peu à l'épidémiologie des morsures canines. Ces morsures, elles seront d'office sous-estimées puisque les sources sont hospitalières et qu'on ne va pas à l'hôpital dès qu'il y a la moindre morsure. Donc elles seront plutôt des morsures graves. Les principales victimes de 2/3 des morsures sont des enfants de moins de 15 ans et les enfants de 5 à 9 ans sont les plus concernés particulièrement. Les hommes sont 2 fois plus mordus que les femmes. Et puis, je vous ai mis quelques chiffres. Forcément, les enfants sont plus mordre au niveau de la tête qu'au visage, tandis que nous, adultes, plutôt les extrémités supérieures, les mains. Il y a environ maximum 30% des morsures qui nécessiteront des soins hospitaliers, maximum 5% de hospitalisation, ça dépend un peu des études. Et par contre, on a quand même jusqu'à 2% des urgences pédiatriques qui sont dues à des morsures. Il faut aussi ajouter, ce que je n'ai pas noté, que 50% des morsures vont laisser une cicatrice, donc plutôt esthétique. Mais voilà. Alors, du coup, on va pouvoir estimer qu'il y a environ, alors aux USA, ça a été calculé aux USA, il y a une attaque mortelle pour 5 millions de chiens dans un pays.
Donc voilà, c'est pas quelque chose de forcément très fréquent, la mortalité par morsure. Pour autant, 70% des morsures mortelles concernent des enfants de moins de 10 ans et 10% des personnes âgées. Donc ce sont les personnes dites vulnérables par rapport aux morsures canines. En France, chaque année, on a des décès d'enfants suite à des morsures de chiens. Et souvent, ce sont des enfants qui ont été laissés en présence de chiens en l'absence d'un adulte alors qu'ils avaient moins d'1 an. Donc, on peut estimer, alors que la majorité des morsures est perpétrée par un chien connu de la victime, c'est 90% des moins de 4 ans qui sont agressés chez eux. Et les enfants de moins de 5 ans, ils sont plus souvent mordus après avoir initié le contact avec le chien, notamment au domicile avec le chien de la famille. Donc ça va être lors de jeux, de caresses, en cas de réaction de peur ou de défense, parfois du fait d'une agression ou d'une menace de la part de l'enfant. Et puis dans 24 à 35% des situations, l'agression restera inexplicable, parce qu'on établit ces faits suite au récit des familles. Les facteurs de risque vont être le format du chien, donc plus il va être grand, plus il va être puissant, plus la morsure va être vulnérante, la vulnérabilité de la victime, parce que forcément une morsure sur un bébé fait plus de dégâts que sur un adulte, l'exposition des victimes potentielles, un chien avec un foyer avec enfant, les capacités de contrôle des propriétaires avec leur chien, leur capacité à communiquer avec leur chien, leurs croyances aussi éventuellement, la prise de conscience des propriétaires de chiens du danger. Il y a d'autres études plus récentes qui sont intéressées à savoir qui étaient les chiens mordeurs. Donc souvent, on a des chiens qui sont atteints de pathologies au moment de la morsure, de douleurs, d'arthrose, qui peuvent les faire surréagir. Les chiens sont souvent accompagnés d'un humain familier dans quand même 40% des cas et ils sont en liberté dans 35% des cas. La morsure survient souvent dans les habitations à 70%. Donc pas sur la voie publique, c'est pas le plus fréquent. Et il s'agit d'agressions dites par irritation. Donc ce sont des agressions dans un contexte de contact non désiré par le chien, de douleur, de frustration, de crainte. Et en fait, ces signaux que le chien a émis n'ont pas été visualisés par la personne mordue. D'ailleurs, le plus souvent, les victimes, elles estiment que la morsure n'était pas prévisible ou peu prévisible. Elles ne savent pas lire ces comportements du chien. Et l'étude rappelle, c'est une étude récente qui est sortie l'année dernière, je crois, l'étude précise qui n'a pas été mise en évidence par leur enquête que certains chiens étaient plus dangereux que d'autres, ni par la fréquence des morsures, ni par leur gravité. Sachant ça, on va quand même revenir à nos chiens de catégorie. Ah non, alors avant, j'avais juste illustré l'image de l'enfant. Voilà, l'enfant qui va contraindre le chien, se mettre au-dessus de sa tête, mettre son visage proche de la bouche et de la tête du chien. Et puis cette petite phrase, le chien ne doit pas être le seul à apprendre comment bien se comporter avec ses compagnons. Il est impératif d'apprendre aux enfants comment bien se comporter avec un chien. Et pour ça, il y a des programmes qui existent, dont le programme PECRAM qui a été monté par une psychologue, Madame Hazard, et c'est le programme d'éducation à la connaissance du chien et au risque d'accident par morsure. Il est destiné aux enfants de 4 à 12 ans et peut notamment être dispensé dans les écoles. Voilà. Donc on va revenir à nos chiens de catégorie. Donc, on va s'intéresser au sujet qui m'a été alloué. La classification des chiens susceptibles d'être dangereux, elle est donnée par l'article 211-12 du Code rural. Et il y a des règles à respecter pour détenir les chiens de catégorie. Donc les chiens de catégorie, qu'est-ce que c'est ? La première catégorie, ils ont appelé ça chien d'attaque. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des chiens qui ne sont pas de race et qui présentent des caractéristiques morphologiques qu'on a dénommées type pitbull, boerbull ou tosa. Je vous ai mis une petite photo. Et les chiens de deuxième catégorie sont des chiens dits de garde et de défense. Donc, ça ne correspond pas du tout au groupe de la SCC. Et ils sont inscrits à un LOF d'une race. Alors, Staffordshire Terrier, ça n'existe pas. American Staffordshire Terrier, Rottweiler ou Tosa. Hop. Donc, ces chiens-là, pour les détenir, il faut être majeur et avoir un casier judiciaire vierge. Le maintenir en permanence en laisse et muselé sur la voie publique. Donc, ça, c'est contraire au principe même d'éducation du chien, à sa socialité, au fait de pouvoir le socialiser. Si à chaque fois on empêche les contacts avec les autres, finalement on peut créer une désocialisation et donc des troubles du comportement. Et il faut aussi obtenir un permis de détention pour détenir un chien comme ça. Donc vacciner son chien contre la rage, avoir une attestation d'assurance responsabilité civile, des choses qui finalement sont utiles à tout le monde. Une attestation d'aptitude à l'issue d'une formation des maîtres. Et puis il faut faire évaluer son chien. Il y a une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale à passer. Alors pour les chiens de première catégorie, il faut aussi dire que ces chiens-là, comme on n'en veut plus, il est interdit de les céder, que ça soit à titre gratuit ou onéreux.
ni les donner, ni les vendre. On est obligé de les stériliser pour éviter qu'ils se reproduisent. Et alors, ils sont assignés à domicile, ces chiens. Il ne faut pas stationner avec lui dans un lieu public ou prendre les transports en commun avec. Donc, en fait, et pour ces propriétaires de chiens de catégorie, les amendes, elles vont de 150 € pour une circulation sans muselière sur la voie publique à 15 000 € et 6 mois d'emprisonnement pour une acquisition, une cession de chiens de première catégorie. Voilà. Donc, ces mesures, on pourrait s'interroger sur leur efficacité pour diminuer vraiment le nombre de morsures canines. En vue de ce qu'on a vu tout à l'heure et du contexte dans lequel ces morsures interviennent, on peut se poser la question de l'efficacité de cette loi. Mais comme on n'a pas eu cet observatoire des morsures, on ne peut pas non plus démontrer qu'elle est inefficace. Donc voilà, elle est là, alors pour l'instant en tout cas, parce que petit à petit, on arrive quand même à montrer des choses. Donc, on va s'intéresser maintenant aux chiens dans la ville et dans nos foyers. Je vais essayer d'être assez rapide sur ce point-là. Donc, en fait, ces dernières années, le chien était en déclin face au chat. Donc là, mon petit diagramme, c'est en millions d'animaux. Ouais, voilà. Donc, le chien était en déclin par rapport au chat, notamment parce qu'il y avait aussi une chute des populations de chiens de chasse et que le chat, c'était quand même un animal moins contraignant dernièrement. Et là, maintenant, il y a un petit regain. Là, depuis 2020, on est à plus 5%, soit 300 000 nouveaux chiens à peu près, plus des intentions d'achat exprimées par les gens. Donc voilà, la race canine redevient un petit peu à la mode. Elle n'a pas vraiment perdu son attrait, mais les effectifs remontent. Et qu'est-ce qui pousse les Français à intégrer un animal de compagnie dans leur foyer? Un amour croissant des animaux, un besoin de présence animale pour se sentir mieux, le fait que les parents considèrent souvent qu'une présence animale aide au développement de leurs enfants, etc. Alors, hop, je vais parler rapidement. Voilà, en France, sur une agglomération comme Rennes, on peut estimer qu'il y a environ 21,6% des foyers qui possèdent un chien. Et en Ille-et-Vilaine, par exemple, on a 133 000 chiens recensés. Alors, là, je vous ai mis rapidement encore les races les plus représentées en France. Du coup, c'est pas très joli mon PowerPoint comme ça, mais vous avez de toute façon majoritairement le croisé qui occupe toujours la première place du classement. Donc, le chien de compagnie est devenu un modèle culturel. Moi, j'aimerais vous parler d'une conférence de Jérôme Michalon, qui est chargé de recherche au CNRS et qui est sociologue, à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Alors, je ne pourrais pas vous faire toute la conférence, mais il y a des choses intéressantes. Donc, en fait, il explique bien qu'au XXIe siècle, l'image du chien de compagnie, c'est celle de celui qui fait partie de la famille. Le chien, maintenant, il a un prénom. Il vit dans nos foyers. Il est urbain. Il est traité avec une forme de bienveillance. Il est devenu domestique. Il a un propriétaire, une identification. Ça, c'est une exception occidentale. Il faut savoir que la majorité des chiens dans le monde est constituée de chiens errants, sans maître. Ce modèle de chien de compagnie, c'est un nouveau type de relation. Et ce modèle, aujourd'hui, il s'exporte, il diffuse dans de nombreux autres pays. Ça arrive en Chine à l'heure actuelle, au Japon, en Amérique latine. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à ça ? Le chien, il a d'abord été interdit d'errance parce qu'en fait, avant le XVIIIe siècle, les animaux, ils étaient omniprésents dans l'espace urbain. Il y avait du bétail, des chevaux, de la basse-cour, des chiens, des chats. Ils faisaient partie intégrante du paysage urbain. Ils généraient des nuisances sonores, olfactives, des accidents, des morsures. Et en fait, au bout d'un moment, on a dit stop. Il y a eu des efforts de l'urbanisme, il y a eu la pensée hygiéniste parce que ça générait des maladies, la protection animale et la présence animale a été régulée dans les villes. Donc, les animaux les chiens particulièrement, mais tous les animaux ont été évincés des rues et des places. Les chiens ont été assignés à domicile. Et c'est là que le terme de compagnie a pu débuter, puisque ça renvoie aux origines aristocratiques de la pratique qui concède à posséder certains animaux, comme les petits chiens, pour le plaisir de leur compagnie. Donc, c'était un peu pour la femme aristocrate le pendant des chiens de chasse des hommes, de la noblesse. Le chien, c'est là qu'il a gagné son droit à l'inutilité. Au XIXe siècle, on a assisté à la multiplication des races canines avec l'optimisation des fonctions de travail, mais aussi le développement d'un rapport esthétique gratuit aux chiens, avec le monde de la cynophilie. C'est ce rapport gratuit qui va monter en puissance au XXe siècle. Le chien, maintenant, il occupe notre temps libre. Il y a un marché des animaux de compagnie qui s'est développé. Le chien est devenu un objet de consommation, et à tel point qu'il y a même tout un marché qui s'est développé autour de lui, d'alimentation, de santé, de services, et le chien, il a fini par devenir aussi consommateur.
Et au XIXe siècle, on assiste à une explosion des représentations anthropomorphes des chiens. Dans la littérature jeunesse, ce sont les petits dessins que je vous ai mis, les bandes dessinées, les jouets, les dessins animés comme Disney. Il y a des millions d'enfants de plusieurs générations qui sont exposés à des chiens représentés comme des humains ou comme des chiens de compagnie, parfois virtuels avec des jeux comme Nintendo, là que j'ai mis à droite. Et donc, comment est-ce qu'on peut ne pas penser que des millions et des millions d'enfants sur plusieurs générations, élevés dans cet environnement symbolique, peuvent ne pas être imprégnés de l'idée que les animaux ne sont pas si différents de nous? C'est ça qui fait que le chien aujourd'hui a une position qui évolue. On assiste à la promotion de nouvelles formes d'utilité du chien, la médiation animale, pour faire le lien avec ce qui va venir plus loin, le support social, etc. La relation affectueuse au chien, sans contrepartie, elle peut avoir des bénéfices sur le bien-être humain. Donc finalement, les rapports gratuits au chien rapportent. On n'échappe pas si facilement à l'injonction de l'utilité sociale. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir se concentrer sur... alors, je vais vous parler de l'importance de l'éducation canine, mais aussi de l'éducation des maîtres, avec des problématiques qui concernent bien l'animal en ville. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux chiens aujourd'hui, finalement? On a plusieurs visions qui peuvent s'affronter entre, par exemple, la vision d'un chien humanisé, anthropomorphisé, et la vision romantique du chien idéal et sauvage. Il y a deux composantes qui assurent la qualité fondamentale et double demandée aux chiens de compagnie. Il y a un équilibre, en fait, entre le fait que le chien, on lui demande d'être pourvoyeur et partenaire de relations affectives positives, mais aussi, d'un autre côté, on lui demande d'être assez autonome pour pouvoir accepter les périodes d'isolement. Donc, on veut qu'il soit câlin, qu'il soit tout le temps avec nous quand on est là, mais qu'il ne nous embête pas, qu'il ne développe pas de troubles de comportement, qu'il pigne pas, qu'il aboie pas quand on n'est pas à la maison, qu'il ne détruise pas les meubles. Voilà. Donc, il y a deux choses un petit peu ambivalentes. Il y a également la problématique du chien en ville, avec la gestion, enfin, le fait d'éviter d'avoir des animaux dangereux, des animaux errants. Le fait de pouvoir partager les parcs et les jardins, de définir des aires canines, par exemple des espaces pour lâcher les chiens, de gérer le problème des déjections, et ça passe par l'éducation des maîtres. Et ce qu'on demande dans tous les cas, ça va être aux chiens d'être non agressifs, que ce soit envers ses congénères ou envers les humains. Et enfin, surtout, ne pas oublier que le chien est à la base une espèce sociale. La socialité, c'est la tendance d'une population animale à vivre en groupe. Et nous, la vie sociale des chiens, c'est quelque chose de très perceptible pour nous. Elle se rapproche de la nôtre. Le chien, c'est quand même un animal qui sait lire nos comportements, obtenir notre attention, nos récompenses, qui sait observer nos réactions, surtout notre langage non verbal. Il décrypte nos émotions mieux que nous-mêmes et il fait preuve d'empathie. Et c'est un animal qui a besoin de contacts sociaux. Et une chose que je trouve très belle, c'est qu'on l'a montré par des études, un chiot, quand on le met dans une pièce où il y a un humain ou un congénère canin qu'il ne connaît pas, la personne vers qui il va se tourner va être l'humain, c'est-à-dire il va préférer le contact humain naturellement au contact de son congénère canin. Et ça, c'est le résultat de milliers d'années de domestication. Voilà. Donc, cependant, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège inverse. Le chien a quand même des besoins différents des nôtres et il a son propre langage. Et c'est là que l'éducation canine intervient. L'éducation, elle commence dès le plus jeune âge, chez l'éleveur, puis chez le propriétaire, dès l'adoption. Les éducateurs canins, ils vont initier les maîtres à la connaissance du comportement canin et à la pratique de l'éducation canine. Et l'éducation, elle va renforcer le lien inaltérable qui existe entre un maître et son chien et qui se forme au fil de la multitude d'expériences qui seront vécues par le couple homme-animal. Rappelons quand même qu'un chien, ça vit entre 10 et 15 ans en moyenne. Voilà, d'où l'importance de l'éduquer. Alors. Pour la Société centrale canine, alors l'objectif est clair, c'est noté sur leur site, en faire un compagnon parfaitement socialisé avec l'homme et ses congénères. Et donc la méthode recommandée actuellement, c'est l'éducation positive, par opposition à la coercitive. Ça ne veut pas dire permissif, c'est un peu comme pour les enfants. Et donc on parle aussi de discipline, mais là c'est plus des minorités, des gens qui veulent pratiquer des disciplines avec leurs chiens. Alors, il faut savoir que de plus en plus de villes proposent des activités pour les propriétaires de chiens, comme des cours d'éducation gratuits. Éduquer son chien, c'est bon pour son épanouissement.
Là, c'est un exemple d'un parc canin en ville. Donc, c'est un canipark. Ça correspond à un grand espace clôturé qui est dédié aux propriétaires de chiens, dans lequel ils vont pouvoir lâcher leurs compagnons en toute sécurité. Là, c'est une rue qui a été aménagée avec des agrès d'agility. Et puis, en fait, certains sont même aménagés pour des cours d'éducation canine. C'est à ne pas confondre avec les canicides qui sont plus courants, qui permettent aux chiens de faire leurs besoins. Et ce sont des espaces très recherchés parce qu'en ville, il est interdit de laisser son animal dans la rue sans laisse, quoi. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Et pour terminer, on va s'intéresser aux troubles du comportement. Donc là, le sujet était un peu vaste. Alors, l'éducation, c'est aussi dépister les besoins de rééducation, aider les propriétaires avant qu'ils ne se sentent dépassés, leur faire savoir qu'ils peuvent être accompagnés, et ça avant d'en venir à des solutions plus radicales comme l'abandon, l'euthanasie. Les éducateurs, à ce sujet, ils ont un véritable rôle de sentinelle. Et les vétérinaires aussi d'ailleurs. Et ça doit être développé par la formation notamment, et pour le moment, c'est assez hétérogène. Donc il y a quelque chose qui me choque assez, c'est de lire régulièrement ou d'entendre qu'il n'y a pas de mauvais chiens, que des mauvais maîtres, ou que les monstres existent vraiment, ce sont les êtres humains. Est-ce qu'on peut vraiment dire que le trouble comportement est toujours 100% imputable à l'humain? Alors on va voir que non. Alors, quand on parle de trouble du comportement, il faut qu'on distingue le comportement gênant pour l'humain du comportement anormal qui peut faire souffrir l'animal. Par exemple, un aboiement, c'est quelque chose de normal pour le chien. C'est de la communication canine. Alors que nous, on peut trouver ça indésirable. Pour autant, un aboiement excessif, on peut quand même être dans la pathologie. Par exemple, quand c'est l'expression d'une phobie pour le chien et que c'est la seule réponse qu'il a à cette phobie, par exemple, avant de finir par devenir mordeur. Voilà, ça peut quand même être un aboiement pathologique, mais l'aboiement, la base de l'aboiement, c'est de la communication canine. Donc, un problème de socialisation et d'éducation, oui, ça peut générer une pathologie. Donc, une pathologie, c'est un problème effectivement lié à l'homme. Mais il ne faut pas oublier que le cerveau, c'est un organe comme un autre et ça peut donc dysfonctionner. La dysfonction cérébrale, elle occasionne une souffrance réelle pour l'animal et elle peut mettre sa vie en danger parce qu'il peut devenir dépressif, refuser de manger, avoir une phobie, traverser la rue sans réfléchir et se faire taper par une voiture. Voilà. Il peut être anxieux. Il existe donc bien une pathologie du comportement. Et là, c'est ainsi qu'est née la psychiatrie vétérinaire, en fait. Là, c'est là qu'on rejoint mon travail quotidien. La psychiatrie vétérinaire, c'est une discipline récente, mais c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Henri Hay en 1964. Qui disait d'ailleurs que s'il existait une psychologie animale, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une psychopathologie? Donc, alors j'ai un petit chien qui aboie à côté. En France, la psychiatrie, c'est très lié à la psychanalyse dans l'esprit des gens. En médecine vétérinaire, elle a pour but d'éviter la souffrance et de veiller au bien-être des animaux, pas seulement en tant qu'objet de domestication, mais aussi et surtout comme des êtres vivants à part entière. On va utiliser, comme chez l'homme, des psychotropes qui vont nous permettre de remettre l'animal souffrant dans un état psychique qui lui permettra à nouveau de s'adapter et d'évoluer pour suivre des thérapies. Donc, on va mettre en place des thérapies comportementales qu'on peut comparer aux thérapies cognitivo-comportementales, au TCC, chez l'homme, et pour l'application desquelles on pourra avoir recours à l'aide d'éducateurs canins. Alors, hop, c'est pour vous présenter un petit peu la psychiatrie. Alors, je ne vais pas vous brosser tous les troubles comportementaux du chien. Ils peuvent être liés aussi bien au non-respect de leurs besoins. Le chien malpropre qu'on laisse toute la journée au garage, forcément, il faut bien qu'il trouve un endroit pour aller faire pipi, donc il ne va pas apprendre la propreté. À des problèmes de santé comme des maladies endocriniennes, de la douleur, de l'arthrose, mais aussi à des troubles du développement. Il y a plein de troubles. On les a classifiés, autonomopathie, stéréotypie, troubles de la communication, qui vont plus être un trouble de la relation homme-chien ou entre chiens. Il y a des troubles qui vont donner de l'agressivité. Et il y a également de vraies maladies mentales. La prévention ne fait toujours pas tout parce que ne fait pas toujours tout. On a des chiens bipolaires, comme chez l'homme, on appelle ça des dysthymiques. On a des chiens qui sont fous, qui sont déréalisés, qui ont des hallucinations. Et puis peut-être un jour, on a des chiens un peu TDAH aussi, le pendant du TDAH chez l'enfant, qu'on appelle hyperactif, hypersensible, hyperactif. Et puis peut-être qu'un jour, on découvrira qu'on a aussi des chiens autistes. Voilà, le cerveau dysfonctionnant, il y a de nombreux points communs avec nous et avec notre espèce, et il y a aussi des dysfonctions chez le chien. Donc, que faire quand on rencontre des troubles de comportement avec son chien? La première chose, ce serait de consulter le vétérinaire. Et lui, il sera à même d'évaluer
d'évaluer si c'est un problème médical, un problème éducatif ou un trouble du comportement déjà rigidifié avec ses conséquences, comme l'anxiété, et de rediriger l'animal et son maître vers le personnel compétent, que ce soit un éducateur, un vétérinaire comportementaliste ou psychiatre qui est plus spécialisé. La deuxième chose, ça serait également d'améliorer la connaissance de la législation sur les chiens mordeurs, parce qu'il y a une législation pour les chiens mordeurs qui prévoit des visites sanitaires, une déclaration par le propriétaire de la morsure de son chien en mairie, et ça, je pense que c'est très peu connu, et une évaluation comportementale du chien. Donc, première chose, on va rappeler ce que c'est qu'une morsure. La morsure, elle doit être déclarée donc par le propriétaire, je l'ai dit, mais aussi par tout professionnel qui en a la connaissance dans l'exercice de ses fonctions, qu'il soit médecin, vétérinaire, éducateur canin, toiletteur. Voilà, tout professionnel en contact avec le chien a l'obligation légale de déclarer le fait qu'il ait eu connaissance d'une morsure à la mairie du domicile du chien. Une morsure, ce n'est pas que une plaie, quelque chose qui va générer une plaie, une effraction cutanée. D'après la définition de l'ANSES, alors, une morsure, ça porte à l'intégrité physique, et l'intégrité physique pour l'ANSES, c'est aussi l'intégrité des vêtements, par exemple. Donc, à partir du moment où le chien il a déchiré le pull, on est dans le cadre de la déclaration mordeur. Et ça serait bien que le chien soit pris tout de suite là, puisque ça éviterait peut-être des morsures plus graves. Donc, j'avais fait un petit rappel. Pour un chien ayant mordu, la déclaration de la morsure doit être faite en mairie et il doit y avoir une évaluation comportementale auprès d'un vétérinaire formé pour ça. Le rapport doit être communiqué au maire et le maire il va pouvoir prescrire des mesures qui peuvent être une formation pour obtenir une attestation d'aptitude pour le propriétaire ou d'autres mesures. Nous, quand on fait une évaluation comportementale, on va mettre des mesures conseillées sur le rapport et le maire peut vérifier que ces mesures ont été respectées. Si elles ne sont pas respectées, nos prescriptions, il peut décider de la mise en dépôt du chien. Et si rien n'a été fait et que le chien mordu représente un cas de danger grave et immédiat, il peut demander l'avis du vétérinaire désigné par les DSV et il y a possibilité d'euthanasie. Donc c'est vrai que c'est aussi une façon de protéger son chien et puis d'éviter toute récidive de faire ces évaluations. Et ça, voilà, c'est malheureusement trop peu fait à l'heure actuelle. Donc je vous remercie pour votre attention. Et puis j'espère vous avoir apporté un aperçu assez global des sujets abordés et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Dr Demoret. C'était un portrait en fait très complet. On a pris un peu de retard, donc je vous propose d'enchaîner sur les autres témoignages et présentations. Donc, on va passer en fait au volet en fait chien en tant que médiateur social. Donc, une présentation de l'association Gamelle Plaine pour commencer, puis à suivre des témoignages de Madame Frino, ergothérapeute au CCS de Rennes, et puis un témoignage également en fait d'une personne, Nicole Chaperon, donc usagère rennaise ayant un chien. Voilà, je vous laisse commencer, Madame Verrier. Oui, merci, bonsoir et bonne année à tous. Je vais essayer de vous partager ma présentation. Vous allez me dire si ça fonctionne. Donc, écran complet, on est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, non? Alors, non, on ne voit rien pour le moment. C'est les aléas apparemment ce soir, quelques difficultés techniques. Partager. Je ne suis pas très douée sur Teams. C'est la première fois que je me trouve à partager un document. Bon, il ne me donne pas trop le... Voilà, partager. Hop. Là, vous voyez quelque chose? Ça arrive. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Parfait. Je suis Charlotte Verrier, la présidente et fondatrice de l'association Gamelle Plaine à Rennes, fondée en 2014. C'est une association qui s'adresse majoritairement aux personnes sans domicile fixe qui possèdent des animaux de compagnie, et on s'adresse essentiellement aux personnes qui ont des chiens parce qu'ils sont majoritaires sur l'espace public. Et donc, le sujet pour lequel on a été sollicité ce soir, c'est de vous présenter le public en question et le lien social que représente le chien.
et ainsi qu'un dispositif que nous sommes en train de mettre en œuvre avec le soutien de la ville de Rennes et le service conditions animales. Donc, Alors plutôt santé environnement. Mais, santé environnement. pas grave. Et du coup, voilà, je voulais commencer par une phrase qui m'apparaît des plus évidentes. Peut-être faudrait-il, si l'on voulait définir l'utilité du chien, estimer le nombre de vies humaines qu'il a sauvées, simplement en les rendant possibles, en les arrachant à l'un des supplices les plus atroces, la solitude. J'imagine que les personnes, parmi celles qui sont présentes ce soir, qui ont eu ou qui ont des chiens, savent bien de quoi je vais parler ce soir. Donc, par rapport au public sans domicile fixe avec lequel nous travaillons ou que nous accompagnons, que nous côtoyons au quotidien, le chien représente un levier, c'est certain, mais aussi des freins, sachant que au niveau national, en fait, plus de 60% des personnes sans domicile ont un animal. Et pas pour rien. Donc, il s'agit vraiment d'une présence quotidienne qui, selon les témoignages, est une réelle raison de vivre, de se lever le matin, des responsabilités qui raccrochent la personne au sens d'un quotidien, un lien de filiation, un soutien infaillible. Donc, vraiment, le rapport à l'animal qui est inconditionnel, l'amour et le réconfort de tous les jours, la présence permanente et sécurisante. On le retrouve notamment beaucoup par rapport aux femmes qui sont seules en rue et ou les jeunes aussi qui sont plus sécurisés en présence d'un animal. Et le vecteur social et médiateur, on le retrouve beaucoup, notamment quand on peut apercevoir une personne à faire la manche. C'est fréquent de rencontrer un public qui s'arrête plus facilement à discuter par rapport à la présence d'un chien qu'une personne qui n'en a pas. Et par ailleurs, la présence du chien, c'est aussi un quotidien plus difficile, notamment parce que l'accès des transports en commun ne peut pas se faire. Il faut savoir qu'à Rennes, la politique qui est en place, c'est qu'on peut accéder au transport public avec un chien guide d'aveugle ou un chien qui peut tenir dans un sac. Dans notre circonstance, les chiens qui sont en rue sont majoritairement de grands gabarits qui pèsent plus de 20 kilos. Donc, c'est pas évident de pouvoir les transporter en sac dans les bus ou dans les métros. Considérant les affaires que les personnes doivent transporter au quotidien, le chien avec les croquettes, le matériel nécessaire, donc les gamelles, plus les affaires du maître, c'est quand même une charge bien plus importante à transporter au quotidien. Les dangers sont multiples également, puisque du coup, la responsabilité n'est pas que pour sa personne, mais aussi par rapport au chien. Donc, les voitures, les accidents sont faciles, on en rencontre au quotidien. Donc, des contraintes et des inquiétudes constantes, évidemment, mais ça, c'est pour tous les maîtres qui ont des animaux. Et une charge financière plus importante également, puisqu'on parle de charges vétérinaires ou alimentaires assez importantes. Donc, pour des personnes qui ont assez peu de ressources, ça peut être plus compliqué. Donc, par rapport au public visé, les besoins de première nécessité sont plus difficiles d'accès également. C'est vrai qu'une personne qui a un chien peut moins facilement accéder aux structures qui vont répondre à leurs besoins de première nécessité. Donc notamment sur la base alimentaire, l'hygiène. Alors, il faut savoir qu'à Rennes, on bénéficie d'un réseau de structures bas seuil assez bien alimenté. Il y a plusieurs structures. Donc, il y a un restaurant social, il y a une laverie, un lieu où on peut accéder aux douches. Il y a il y a plusieurs structures qui proposent ce type de prestations. C'est pas toujours évident d'y accéder avec un chien. Il y a aussi la difficulté de rencontrer d'autres personnes qui ont aussi des chiens. Donc, beaucoup de personnes ne s'y rendent pas.
Les problèmes de santé, les addictions sont plus difficiles à gérer également au quotidien, puisque pour se rendre à un rendez-vous médical, il faut savoir quoi faire du chien. Les addictions, ça peut nécessiter des rendez-vous quotidiens pour pouvoir les maîtriser, donc c'est pas évident non plus. Pour pouvoir faire une demande d'aide financière ou mettre à jour ses droits pour accéder aux ressources, c'est pareil, il faut toujours savoir quoi faire du chien. Les centres d'hébergement d'urgence ne sont pas adaptés à Rennes, en tout cas pour accueillir les animaux. Et puis l'exposition sur l'espace public, c'est aussi, ça participe clairement à une perte de confiance en soi et donc à plus facilement baisser les bras pour se sortir de sa situation, combien même on soit motivé. Donc on sait que dans certaines structures, c'est possible de venir avec son animal ou de le laisser en chenil à l'extérieur. Pour autant, ce n'est pas évident pour les personnes qui sont quotidiennement et 24 heures sur 24 avec leurs animaux de s'en séparer. On voit beaucoup de ruptures dans les parcours qui sont engagés avec les travailleurs sociaux. Et puis c'est vrai que parfois il faut plusieurs tentatives pour pouvoir vraiment adhérer à un parcours qui soit un parcours de soins, un parcours administratif ou accéder au logement. Les professionnels qui font face à ces situations eux-mêmes sont démunis, puisqu'ils n'ont pas de solution à proposer pour intégrer l'animal dans leur travail d'accompagnement. On fait face vraiment à une problématique plus globale que celle qui concerne l'humain. Là, c'est vraiment un système d'accompagnement social qui est mis à mal. Et par ailleurs, on reste sur une présence qui est très réconfortante et qui aide les personnes à garder la tête hors de l'eau. Donc, il y a un paradoxe qui s'instaure. Toute cette précarité alimente les stigmates et les conflits. C'est un constat qu'on fait clairement lors de nos maraudes, par exemple. Et puis, je pense que tout à chacun, en se promenant en ville, on constate les animaux en grand nombre sur l'espace public qui ne sont pas toujours attachés. Une pollution sonore olfactive, des comportements qui peuvent être malaisants et des chiens et des maîtres, et un espace public restreint actuellement, depuis au moins une décennie, beaucoup de travaux sur l'espace public à Rennes qui réduit l'accès au public qui s'y installe. Et nous avons proposé en 2018 à la ville de Rennes un système, un établissement en fait qui consiste à accueillir des chiens en unité, donc une pension canine sociale qui permettrait de pouvoir accueillir des animaux donc comme une pension canine, mais permettant aux personnes d'accéder aux soins, puisque nous avons constaté que les soins, c'était un peu la première porte vers un premier pas vers une insertion. Une personne intégrée dans un parcours de soins souvent est prise en charge de façon plus globale par les différents services sociaux qui vont s'activer autour de cette situation. Et donc, l'accès aux soins, c'est un peu notre leitmotiv actuel. Donc, nous avons proposé là, j'ai schématisé de façon un petit peu idéaliste le dispositif. Donc, en deux parties, il y aurait un accueil de jour, en fait, où on pourrait accueillir les personnes avec leurs animaux qui seraient installés dans des niches individuelles, ou si la personne a plusieurs chiens, qu'ils puissent les mettre ensemble. Et dans cet espace, donc les chiens seraient pris en charge par les bénévoles et par les salariés de l'association. La personne pourrait se rendre à des rendez-vous d'ordre médicaux ou administratifs, recherche d'emploi des rendez-vous de personnes. Et également un lieu où les maîtres pourraient aussi rester en journée, se poser, s'informer, s'occuper, donc avec un local fermé en dur. Et
adaptés aux personnes PMR. Et d'autre part, un autre espace annexe où là, il y aurait 9 chenils qui seraient aménagés pour accueillir des chiens en nuitée, une résidence, pour permettre aux personnes de se faire hospitaliser, aller au bout du parcours de soins et des hospitalisations qu'on peut imaginer sur quelques jours, plusieurs semaines, voire à plusieurs mois. Permettre vraiment à la personne un espace où son chien serait pris en charge à 100% en toute sécurité, pour enlever ce frein de l'esprit des personnes et leur permettre vraiment de se concentrer sur leur situation et d'accepter les soins tels qu'ils se présentent. On a constaté sur de nombreuses situations qu'un premier rendez-vous peut enclencher derrière de nombreux rendez-vous, puisque certaines pathologies restent sans soins pendant des années parfois, peuvent cumuler avec d'autres pathologies, et on se retrouve pour une rage de dents à être hospitalisé et finalement avoir des soins sur toute autre chose et rester plusieurs mois hospitalisé. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de proposer une solution intégrant toutes les difficultés et des personnes et les besoins des soignants et des accompagnants sociaux. Donc dans l'espace accueil de jour, pour en revenir à cet espace-là, voilà, donc on pourrait se rendre à des rendez-vous médicaux, des entretiens d'embauche. Il y a des permanences également, permanence psychologique, permanence juridique dans certaines structures sociales. C'est pas toujours évident de pouvoir s'y rendre. Des rendez-vous de suivi sociaux ou des sorties d'oxygénation aussi que certaines structures, associations proposent. Donc, sortie d'oxygénation, c'est sortir de la ville, voir un peu de campagne ou aller à la mer quelques jours. Un lieu pour se poser, s'informer et s'occuper également. Donc, le dispositif serait intégré à un espace de verdure aménagé pour la promenade des chiens. Les personnes pourraient également s'occuper en journée en entretenant les box des chiens en journée, puis des chiens aussi en résidence. Dans la structure, on pourrait également proposer des ateliers, des groupes de discussion, être en sécurité avec son chien, ne pas se trouver en situation de regroupement sur l'espace public, par exemple, s'informer sur les dispositifs, sur la ville, sur les prestations. Avec notre éducateur canin ou éducatrice canin, pouvoir bénéficier de séances d'éducation, de conseils également du quotidien. Et puis, par la salle de toilettage, on pourrait également déparasiter et toiletter son chien. Pour ce qui est de la cour, donc l'aménagement est prévu pour que les animaux soient parqués dans des box ouverts, mais cloisonnés pour éviter les mises en relation des chiens qui ne se connaissent pas, éviter aussi les rapports de dominance, les aboiements, les agressivités. Donc, nous avons pensé les choses de façon très factuelle pour rassurer aussi les maîtres quand ils viendraient à la structure, mais des niches assez grandes pour que les personnes puissent intégrer plusieurs chiens s'ils en ont plusieurs. Pour ce qui est de l'accueil de nuit, donc là c'est le gros de notre dossier. Donc c'est pour des besoins de moyenne et longue durée, notamment les hospitalisations, les formations, l'hébergement, les incarcérations et les séjours de rupture, avec une priorisation sur les hospitalisations, puisqu'il n'y aurait que 9 box. Il faut savoir que la réglementation ne nous permet pas plus d'espace, plus de nombre de chiens en accueil, puisque l'enjeu aussi de notre dispositif, c'est d'être installé en ville, permettre aux personnes de pouvoir s'y rendre à pied, puisqu'elles ne peuvent pas prendre les transports en commun, sachant que de fait, ils font déjà beaucoup de marches au quotidien pour se rendre dans les différentes structures qui sont elles-mêmes disposées en ville de telle sorte à favoriser le déplacement des personnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de favoriser la stagnation des publics,
Donc, dans cette dynamique-là, la structure serait également intégrée dans un espace qui favorise le déplacement des personnes, mais il ne faudrait pas qu'elle soit à l'extérieur de la ville de Rennes. Sans ça, on ne verrait pas les personnes venir du tout. C'est sûr que la démotivation ferait que la structure existerait pour rien, en fait. Donc, l'enjeu étant d'être en ville, nous devons respecter une distance de 50 mètres de tout tiers, puisque 59 animaux en présence, c'est 50 mètres. Donc, 9 box, 9 chiens en présence en nuitée. Donc, une priorisation sur les besoins des soins des maîtres. Le chenil en lui-même, il serait composé d'un parc de jeux autour des boxes d'accueil. On pourrait aussi, du coup, faire intervenir un vétérinaire de façon hebdomadaire, un partenaire vétérinaire que nous avons déjà, pouvoir faire des suivis individuels des régimes alimentaires spécifiques, parce qu'il y a des chiens cardiaques, des chiens stérilisés, des chiots, enfin, peu importe les besoins. Nous aurions une salle de toilettage dans laquelle ce serait un passage un peu obligé des chiens à l'entrée dans le dispositif de nuit, donc toilettage, déparasitage, et un bilan et un suivi éducatif fait par notre éducateur canin. Les chenils, donc au nombre de 9, de 10 mètres carrés, ce qui nous permettrait d'intégrer un chien, mais également 2 chiens si le maître en possède 2, puisque la réglementation nous le permet. Les chenils ne seraient pas sous un format béton à même le sol, pour plusieurs raisons. Donc, des raisons pratiques, parce qu'il faudrait pouvoir déplacer cet établissement aux besoins en fonction des besoins de la ville, puisque le terrain nous est fourni par la ville de Rennes. Et ce sont souvent des terrains qui ont des projections d'aménagement futures, donc on ne pourrait pas rester là à vie. Et aussi pour la rassurance des maîtres, parce que quand on parle de chenil, les maîtres s'imaginent tout de suite les box qu'ils voient quand ils vont chercher leur chien en fourrière, donc des formats bétonnés, grillagés. Ça fait peur aux gens. Si on leur dit qu'on va mettre leur chien en chenil, tout de suite, on perd notre public, hein, clairement. Donc, on propose un format un peu typé cabanon, avec un espace extérieur où le chien pourrait quand même se dégourdir les jambes en nuitée, notamment, et un espace fermé où le chien pourrait être tranquille et dormir, tout en étant installé dans un parc, avec un sol où les chiens pourraient courir, et un parc de jeu, un parc de sortie. Concernant la sécurité, donc c'est un double enjeu, hein, pour les chiens, pour les maîtres, mais également pour les citoyens habitant, les riverains habitant dans le secteur. Donc des clôtures anti-fugue, des caméras aussi pour qu'on puisse surveiller au besoin les animaux, et puis une sécurité incendie et sécurité anti-intrusion, par notamment des grilles de 8 mètres de haut qui entoureraient le dispositif pour éviter les intrusions ou les lancers de projectiles. Et puis pour le bien-être de tous, hein, que ce soit les chiens en présence ou les riverains, nous avons étudié un peu le sujet et vu un peu ce qui se faisait notamment au SPA ou dans différents dispositifs d'accueil, avec des ultrasons anti-aboiement, un isolement thermique aussi, thermique et sonore, et la désinfection quotidienne qui pourrait être gérée par les employés, les bénévoles, mais également par les usagers en journée, s'ils veulent s'occuper et apprendre aussi des choses. Excusez-moi, Madame Verrier, il va falloir conclure parce qu'on a pris un petit peu de retard là, même beaucoup. Ok, je vais conclure là par le chenil mobile pour permettre le transport des animaux vers leur maître hospitalisé. La première source de rupture dans les soins, c'est le manque et la crainte, la peur pour son animal. Donc, ce véhicule qui pourrait répondre à ces problématiques-là, répondre aux urgences médicales et sociales et accompagner les plus isolés.
puisque certaines personnes ne pourront certainement pas venir à la structure, donc on pourrait aller les chercher directement avec un camion aménagé. Voilà, c'était tout pour ma présentation. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je vais enchaîner. En fait, on va donner quand même la parole à Madame Cariou avant de reprendre le fil des présentations sur du coup tout ce qui est en fait éducation canine et propreté. Puis on redémarrera en fait le fil des présentations avec Madame Frino et puis Madame Chaperon. C'est gentil, merci Audrey. Du coup, moi, je suis responsable du service propreté à la ville de Rennes et je vais vous parler aussi un petit peu avec l'aide des collègues qui avaient interrogé les personnes de la direction des jardins et de la biodiversité qui sont en charge de mettre à disposition des espaces canins et des canicites. Je crois, Alain ou Enzo, vous aviez préparé un petit visuel sur les chiffres de la direction des jardins. Non? Si, tout à fait. Enzo, tu as la main là-dessus pour partager le document. Alors, je sais pas. Tu m'as envoyé le document, Alain? Ouais, j'ai mis sous Teams. Ok, je vais le chercher. Pareil. Aux conférences. Pour donc dire par rapport à ce que met à votre disposition, à la disposition des maîtres, la direction des jardins et de la biodiversité, ils mettent donc des espaces, des canicites où là, les chiens peuvent effectivement, comme le disait la personne, la vétérinaire, les chiens peuvent faire leurs besoins. Il y a autrement, donc ça c'est des petits espaces chiens qui sont répartis dans la ville et qui sont nettoyés. Autrement, effectivement, il y a des espaces d'ébattement. Donc, il y en a une dizaine sur la ville avec des lieux comme les Gailleuls, la Prévalais, le Landry, Saint-Cyr, où là, effectivement, les chiens vont pouvoir s'ébattre. Ces espaces ne sont pas nettoyés. Ils sont alors parfois tondus et donc les déjections, on n'est pas du tout dans la même typologie où on est des espaces où les chiens vont pouvoir s'ébattre. La politique de la ville, autrement, n'est pas à mettre des distributeurs de sacs à déjection canine. Par contre, on propose à peu près, voilà, c'est ça la petite présentation qu'avaient proposé les collègues. Donc, où ils parlaient des espaces d'ébattement, effectivement, et puis des canicites. Donc, les distributeurs, vous voyez autrement que les distributeurs donc, de sacs à déjection canine sur la ville, il n'y en a pas. Il doit y en avoir un ou deux sur des espaces jardins, mais il y en a vraiment très, très peu. La politique est plutôt d'avoir des points de retrait. Donc des points de retrait qui sont dans les mairies de quartier, chez certains vétérinaires et chez certains commerçants. Il y a des petits autocollants qui repèrent ces lieux de retrait. Et sur le site Ville de Rennes, Rennes Métropole, vous avez aussi la liste de ces points de retrait, donc où les maîtres peuvent se rendre pour aller chercher ces sacs à déjection canine. Autrement, il y a des panneaux aussi de prévention contre les déjections canines qui avaient été faites dans le cadre du budget participatif, où là, on incite les maîtres effectivement à ramasser les déjections de leur animal. Et puis, on rappelle la réglementation, puisqu'effectivement, une déjection canine qui n'est pas ramassée, c'est verbalisable et c'est 135 € d'amende. Donc, il y a quelques panneaux dans la ville qui avaient été mis, notamment sur des promenades, sur des lieux un petit peu comme ça où beaucoup de maîtres promènent leurs chiens. Donc voilà, je vois sur le petit visuel là qui avait été fait avec la direction des jardins qu'effectivement donc les parcs sont globalement accessible aux chiens tenus en laisse. Donc voilà, je regarde si j'ai d'autres choses sur ce qui est mis à disposition. Donc autrement, en plus des panneaux qui ont été faits dans le cadre du budget participatif, on a des petites cartes postales, des petits visuels qui rappellent également aux maîtres la réglementation et l'obligation de ramasser les déjections canines. Donc quand on a des doléances sur des rues, par exemple, où effectivement il y a des déjections canines, on nous demande des interventions. Donc on a des surveillants propreté qui interviennent pour faire de la communication et rappeler la réglementation. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur la politique qui existe dans la ville pour le chien et bien évidemment pour les maîtres.
Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, notamment sur, je pourrais relayer vers la direction des jardins et apporter réponse ultérieurement s'il y a des questions sur ces espaces-là que je maîtrise moins. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein, et notamment les questions qui arrivent en fait sur le chat, on essaiera d'y répondre à un moment donné ou à un autre, ou par un moyen ou un autre. On va laisser en fait place plutôt au débat à la fin des présentations. Comme ça permettra aussi aux intervenants de s'exprimer, qu'on pose bien les choses pour pouvoir en débattre après. Okay, je vous laisserai effectivement poser vos questions qu'on relaiera après. Moi, je vous quitterai tout à l'heure un petit peu avant 20 h, mais du coup, on relaiera bien évidemment vers la direction des jardins et on apportera réponse ultérieurement, il n'y a pas de souci. D'accord, merci Anne-Françoise. Je vais laisser la parole, donc je vais intervertir en fait deux choses. Je vais laisser la parole à Madame Nicole Chaperon, justement pour son témoignage. Madame Chaperon, vous m'entendez ? Il faut que vous activiez le micro si vous avez, si vous pouvez. Alors, je crois qu'on peut l'activer pour eux. Enzo, si tu les retrouves. Voilà. Voilà, c'est bon, super. Voilà. Oui, apparemment, le micro est remis en fonction. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. On vous entend, madame. Merci beaucoup. D'abord, tous mes meilleurs voeux à tout le monde. Merci. Donc voilà, je me présente. Je suis Nicole Chaperon, qui dépend de l'association des chiens guides d'aveugles d'Ille-et-Vilaine, rattachée à l'école des chiens guides de l'Ouest, qui couvre 12 départements, enfin tout le Grand Ouest, en priorité donc pour notre part donc toute la Bretagne, et nous avons également une école à Pont-Scorff pour desservir davantage entre autres le Finistère, puisque c'était quand même éloigné d'Angers. Donc pour ma part, j'ai eu un chien guide, mais malheureusement pour des raisons de santé, je n'ai pas pu continuer à cheminer avec un chien guide, puisque je suis quasiment non-voyante, puisqu'il me reste un 50e, et j'ai également développé des soucis auditifs. Donc, lorsque je me mets en situation de double handicap au niveau des traversées, je me mets donc en danger, et j'ai réalisé que je mettais le chien également en danger. Donc, contre ma volonté, j'ai dû abandonner le projet du chien et donc me déplacer à la canne traditionnelle. Mais malgré tout, j'œuvre au sein de l'association auprès des chiens guides et de leur suivi. Donc, je connais un petit peu quand même le parcours. Donc, très, très brièvement, un chien guide est d'abord gardé au chenil jusqu'à ses 2 mois, où il sera sevré, et ensuite remis à des familles d'accueil bénévoles qui se trouvent à peu près au grand maximum 30 km des écoles, puisque régulièrement les familles d'accueil devront emmener le chien pour voir s'il progresse, puisque leur devoir aux familles d'accueil sera de commencer le travail de socialisation, à savoir l'éducation proprement dite par rapport à l'obéissance, étudier le caractère, se déplacer également avec le chien qui sera donc là sous la responsabilité des familles d'accueil, commencer également à lui apprendre aussi la propreté, chose qui est hyper importante.
Et donc, à l'âge de 12 mois à peu près, en fonction de la maturité de chaque chien, le chien ira véritablement à l'école où il sera pris en charge par l'éducateur. Et là, donc, on arrive à la phase de l'éducation. Donc, d'abord, l'éducateur va le former à ce moment-là sans savoir à qui il sera remis. Et dans le fil des mois qui passent, il va bien cerner son caractère et au préalable, le futur maître de chien aura également rempli un questionnaire bien cerné pour faire coïncider le caractère du chien et le caractère du futur maître. Donc, lorsqu'ils auront cerné les caractères, ils feront appel aux maîtres qui ont fait la demande. Et donc, si c'est concluant, ça s'enchaîne ainsi. Et donc, vers 18-24 mois, en fonction de la maturité du chien, le chien sera remis au futur maître. Donc, tout un suivi en décline. Au départ, le chien travaillera avec le maître à l'école, ensuite à la maison pour apprendre les parcours et ainsi de suite. Et quand je dis parcours, c'est vraiment tout type de parcours, à savoir ce que le maître utilise régulièrement. Il travaillera aussi beaucoup sur les lieux où le chien peut faire ses besoins, puisqu'il y aura deux choix. Soit même les deux peuvent être compatibles, soit surtout dans les espaces verts, c'est-à-dire les prairies, les choses comme ça, ou voilà, ou autrement au caniveau. Alors là où on rencontre notamment un problème de plus en plus, c'est qu'avec les pistes cyclables en ville, là j'aimerais bien que la ville en tienne compte, avec les pistes cyclables en ville, on a du mal désormais à déterminer par où va le trottoir et où commence la piste cyclable. Donc il peut arriver que le maître ne le sachant pas bien, eh bien, on ait des soucis donc de ce fait-là avec les chiens. Et donc, ça devient de plus en plus compliqué de trouver justement les fameux caniveaux. Donc, pour les maîtres, ça pose des problèmes dans les déplacements, quoi. Donc ça, même si c'est énormément travaillé avec les éducateurs, pour les maîtres, pour peu qu'ils n'aient pas pris le même itinéraire, ça pose des problèmes. Donc, bien sûr, les maîtres sont formés également pour ramasser les déjections, ce qui est tout à fait normal. Voilà. En gros, donc, en ville, il faut savoir que le chien guide est accepté partout, à partir du moment, dans les parcs, entre autres, il soit à la fois avec la laisse et donc le harnais sur le dos, ce qui permet de différencier d'un autre chien. Là, pareil, dans tous les transports, les chiens sont également acceptés. Donc, dans les avions, on ne va pas les mettre dans les soutes, bien sûr. Donc, ils seront mis dans la cabine. Et là, pour peu qu'il y ait des changements d'avion ou quoi que ce soit, donc c'est le personnel de bord qui doit aider la personne avec son chien. Pour les hôpitaux, les établissements, ils sont également acceptés, sauf bien sûr dans les locaux où ça pose des soucis avec tout ce qui est, comment dirais-je, infection ou des choses comme ça. Mais autrement, même à l'hôpital, ils sont acceptés, bien sûr, sauf dans les blocs opératoires, quoi. Voilà, que vous dire autrement. Le souci où on a également aussi, quelqu'un me l'a relaté la semaine dernière, donc dans tous les transports, ils sont acceptés, mais le problème qu'on a actuellement,
quand je dis partout, donc les taxis, ça pose souvent des problèmes parce que dans le coffre, le chauffeur va mettre la valise et parfois il dit le chien, j'en fais quoi, je le mets où? Donc, voire refuser. Le problème actuel, c'est que pour l'instant, les chauffeurs des transports Uber, eh bien, les refusent encore aujourd'hui. Et donc là, on ne sait pas comment intervenir, même si on dit bien que c'est un chien guide et tout, il s'est avéré que d'emblée, du coup, ils refusent de prendre le maître avec le chien. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien accepté. Au niveau des commerces, certains refusent aussi, mais quand on leur dit, bon, gentiment, bien sûr, que le chien a sa place, puisqu'il est habitué aussi à ne pas toucher quoi que ce soit, ni à renifler, on s'est vu confronté, parfois, on est obligé de faire appel à la direction qui ne veut rien entendre. Donc, dans ces cas-là, on les met en relation avec la fédération. Et s'ils ne veulent vraiment rien savoir, donc ils sont punis d'une amende. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si on aura fait le tour un jour de la question de l'accessibilité, mais c'est très intéressant et très important que Ça me on ferait ait votre plaisir témoignage. d'y parvenir, d'y participer s'il y avait quelque chose. Et du coup, vous faites le lien en fait très évident avec la présentation en fait qui va suivre. Du coup, Madame Frino, vous allez nous parler en fait de votre travail dans les EHPAD. Donc, il est aussi question d'accessibilité finalement des chiens dans les EHPAD. D'ailleurs, souvent, je me permets d'ajouter, lorsque un chien peut pas entièrement faire chien guide, parce qu'il n'a pas toutes les possibilités, souvent ils sont justement dirigés vers les EHPAD ou quelquefois lorsqu'un chien, puisque il travaille jusqu'à ses 11 ans, où il est mis en retraite, mais que par exemple à 7 ans ou 8 ans, on se rend compte qu'il n'est plus à la hauteur, eh bien, il sera dirigé vers les EHPAD également. D'accord. Madame Frino, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous, tous mes voeux. Et donc, comme on vous l'a dit, je suis ergothérapeute. J'interviens dans les 6 EHPAD qui dépendent du CCAS de la ville de Rennes. Et depuis peu, j'ai enrichi mon travail en pratiquant la médiation animale avec mon chien, le dernier que j'ai adopté. Donc, j'avais déjà cette idée depuis longtemps, pour vous refaire un peu l'historique. Et j'en avais évoqué cette idée avec les différentes responsables qui étaient assez partantes. Et lorsque j'ai adopté ce chien, donc qui s'appelle Xérès, j'ai fait part de mon projet à l'éducatrice que j'ai rencontrée à la SPA, qui m'a orientée donc vers un collet croisé-braque qui a un caractère très doux. Bon, il a fallu prendre quand même le temps d'établir la complicité avec ce chien avant de pouvoir envisager de lui faire connaître les résidents, parce qu'au début, il sautait un peu. Donc, un collet croisé-braque, c'est quand même un chien qui a la tête à la hauteur de votre cuisse quand vous êtes assis. Et il sautait, mettait les pattes sur les épaules. C'était pas possible de l'emmener comme ça chez les personnes âgées. Donc, on a attendu un peu et maintenant, ça se passe bien. Et en fait, ce qui a été déterminant pour la mise en place de ce projet, ça a été le confinement. Parce que ce temps de confinement a été une période de privation affective importante pour les personnes âgées. Parce que d'une part, elles avaient moins de contact avec leurs proches. Et d'autre part, les associations qui intervenaient, les bénévoles qui pouvaient intervenir dans les EHPAD ne pouvaient plus le faire. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai proposé de débuter, donc d'intervenir avec mon chien, au départ pour de la visite et
progressivement pour aller vers de la médiation animale. Alors, c'est là où je vais différencier un peu les deux. Le chien visiteur, c'est un chien qui vient, qui va être caressé par les uns les autres. Le chien médiateur, on va travailler avec ce chien avec l'objectif de faire travailler les personnes grâce au chien. Je ne sais pas si je m'exprime bien, vous allez me redire. Hein, si, c'est très compréhensible. Donc, en fait, l'idée, ça va être d'abord l'écoute, qui est d'une grande importance, avec la réminiscence, l'évocation des souvenirs en lien avec l'animal, mais aussi un travail sur l'utilisation des membres supérieurs, du membre supérieur dans son ensemble pour caresser le chien, particulièrement avec des personnes qui ont des problèmes de perte de mobilité ou des rétractions qui apparaissent sur leurs membres. Et puis, un travail autour de l'équilibre, par exemple, soit en caressant le chien qui, lui, va être couché sur le sol. Donc, ça amène la personne à devoir se baisser, soit en enjambant le chien, alors en assurant bien sûr la sécurité et des personnes et du chien, hein, parce qu'il n'est pas question ni de faire mal au chien, ni que la personne trébuche. Et Xerès, ça permet aux résidents ce travail-là. Et on a aussi la possibilité avec lui de le promener en laisse sans qu'il ne mette les résidents en danger. Voilà. Donc, ça, c'est le travail qui a été mis en place. Et en fait, c'est allé au-delà de ce que je pensais, puisque l'arrivée du chien dans l'établissement a fait autant de bien, je crois, aux résidents qu'aux collègues. Et en particulier aux collègues qui avaient vécu le Covid dans un des EHPAD. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire un peu pour le chien, enfin, la démarche de médiation avec le chien. Je sais que vous étiez intéressé aussi par l'accueil des animaux en EHPAD. Alors, il y avait deux problématiques qui se posent. C'est à la fois la personne âgée qui souhaite rentrer avec son animal en maison de retraite et comment on peut envisager ça et dans quel cas c'est possible. Alors, il y a bien sûr maintenant les gens qui rentrent en maison de retraite, les personnes qui rentrent en maison de retraite, elles ont des problématiques importantes. On n'est pas, c'est rarement parce qu'elles sont simplement seules. C'est parce qu'elles ont soit des difficultés cognitives, soit des difficultés physiques, soit les deux. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui vont peut-être dans un premier temps être en capacité de s'occuper de leur animal, mais avec l'évolution de la pathologie, ça ne sera pas possible pour elles de continuer à s'en occuper. Et dans ces cas-là, comment on peut envisager l'accueil d'un animal avec son propriétaire? Donc, la seule possibilité, c'est que la famille assure le soin de l'animal pour la personne accueillie. Et ça, c'est pas toujours possible. Soit parce que la famille est loin, soit parce que la famille ne le souhaite pas ou ne se sent pas voilà, de le faire. Et puis, il faut que ce soit des solutions aussi durables dans le temps, parce qu'à un moment donné, si le maître, malheureusement, s'en va avant l'animal, il faudra trouver des solutions pour l'animal. Parce que, sachant aussi que bon, les résidences actuellement contiennent soit de 60 à 80 résidents par établissement, un peu plus de 80, 82 pour certaines résidences. Donc, si chaque résident avait son animal, voilà, il y a un tas de questions autour de cette question-là.
qui n'ont pour l'instant pas de réponse. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, il y a très exceptionnellement des personnes qui entrent en maison de retraite avec leur animal. Ça reste très exceptionnel. Et pour les autres, eh bien, il y a souvent, malheureusement, soit la famille récupère l'animal, soit c'est un animal qui sera confié à la SPA. Il y a donc, nous avons dans un des établissements une dame qui a son chat avec elle, mais là aussi, il y a une organisation qui a été mise en place autour de l'accompagnement du chat autant que de la résidente, en fait, parce que les visites vétérinaires, c'est pas elle qui peut les assurer. L'entretien de la litière, c'est pas elle qui peut l'assurer. Donc là, actuellement, c'est l'animatrice qui tient ce rôle, mais ça ne peut pas. C'est pas un rôle qui peut reposer sur les équipes. Les équipes, elles sont déjà à flux tendu au niveau du travail auprès des résidents et elles ne peuvent pas assurer un rôle comme ça auprès des équipes, auprès des animaux, des résidents. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui reste pour l'instant une question qui n'est pas résolue. On va dire. Ouais, mais qu'on va essayer de travailler, notamment dans le cadre de la charte. Voilà. Merci beaucoup. Je fais le lien justement avec Mélissa Lormussure, directrice de la SPA de Rennes, justement, qui va nous parler en fait d'abandon et de maltraitance animale. Bonsoir à tous et bonne année à tous. Du coup, moi, je vais vous parler justement des abandons et de la maltraitance. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Donc, nous, à la SPA, on est un réseau de 62 refuges et maisons SPA à travers la France, y compris en Guyane et en Guadeloupe. On recueille plus de 45 000 animaux abandonnés par an. Ces animaux, ils peuvent arriver de fourrière, d'abandon direct de particuliers pour diverses raisons telles que des problèmes de finances, séparation, des décès, des départs en maison de retraite, des troubles du comportement, des déménagements, etc. Et j'en passe. Hein. On a aussi de rares fois des abandons anonymes. Donc, les abandons anonymes, c'est tout simplement les animaux qui sont laissés devant le portail de la SPA. Et on arrive un matin et il y a une caisse avec des petits chatons ou un chien attaché à la grille. On récupère aussi des animaux de laboratoire de temps en temps. Et finalement, on récupère aussi des animaux d'enquête maltraitance. Donc, les enquêtes maltraitance, on en réalise environ un peu plus de 13 000 enquêtes maltraitance à l'année à travers la France. Et par exemple, en 2020, on n'a pas encore les chiffres de 2021 là, mais en 2020, on avait sauvé 2802 animaux maltraités. Il faut savoir qu'on a peut-être 13 000 enquêtes maltraitance, mais il y en a beaucoup qui sont des disputes de voisinage ou même de couple des fois, où des gens vont signaler une maltraitance alors qu'il n'y en a pas, heureusement. Par contre, on en a quand même au moins la moitié qui sont des maltraitances avérées. Donc, ce sont soit des salariés, soit des bénévoles qui vont s'occuper de l'enquête. Donc, ce sont des délégués enquêteurs bénévoles. Ils vont aller sur le terrain justement pour vérifier les conditions de vie des animaux et essayer de trouver un terrain d'entente avec le propriétaire parce que le but premier, c'est pas d'enlever l'animal au propriétaire, bien évidemment. C'est de trouver la meilleure solution pour l'animal. Donc, si on peut améliorer les conditions de vie de l'animal tout en l'animal restant chez lui, c'est mieux. Après, on va venir vérifier de temps en temps après pour voir si ce qu'on a demandé est respecté. Et à ce moment-là, si ce n'est pas respecté, ça va aboutir soit à une cession qu'on va négocier avec le propriétaire pour le bien-être de l'animal.
soit à une réquisition s'il y a un cas de maltraitance avéré grave et dont le propriétaire ne souhaite pas céder son animal. Donc, nous, on reçoit des signalements quotidiennement de maltraitance hein, et nos DE bénévoles, les délégués enquêteurs, ils vont justement aller sur le terrain pour vérifier toutes les maltraitances. Ça peut être pour les chiens, les chats, les nacs et même les équidés, les animaux de ferme. Donc, on fait vraiment tous les animaux. Donc, voilà. Et le délégué enquêteur, il va être en relation avec le site SPA avec lequel il est rattaché. Il va être potentiellement en relation avec les gendarmes, avec les services de la mairie, avec les services de la DDPP. Donc, tout va dépendre de l'enquête maltraitance, en fait. Donc, voilà. Moi, je pense que je vous ai tout dit. Merci Mélissa et merci pour cette concision en fait. Hein. On ne pourra jamais être exhaustif sur ce sujet, mais il y a eu quand même des éléments en fait très intéressants et puis des fondements qui ont été établis en fait ce soir. Avant de conclure, en fait, on va vous laisser, si vous avez encore un petit peu de temps, la parole pour certaines questions en fait aux intervenants. N'hésitez pas à activer votre micro pour le faire. Eh bien, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, enfin, j'aurais du mal à reprendre toutes celles qui ont été en fait mises sur le chat. J'invite justement en fait les participants soit donc à les poser maintenant, soit à les relier sur la balle, la boîte aux lettres justement mail animaux-et-nous@ville-rennes.fr. Je la remets dans le chat. Oui, moi j'aurais une question toute simple à poser. Bon, ça a été une conférence très très intéressante et je voudrais savoir quel en sera le suivi de tous ces échanges. Alors justement, c'est comme l'expliquait en préambule Monsieur Guater, en fait, hein, ces conférences, elles sont voilà. Alors je vais le répéter, hein, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc on fait tout ça, donc les conférences, il y a aussi des groupes de travail qui ont été organisés depuis quelques mois dans le cadre de la construction d'une charte sur la condition des animaux à Rennes. Et cette charte doit aborder en fait la condition animale sous toutes ses dimensions. Là aujourd'hui, on a parlé des chiens, donc animal domestique, mais également en fait la charte abordera la question des animaux de loisirs, la question en fait de l'alimentation aussi et de la biodiversité entre autres. Donc les suites apportées justement à ces conférences sont là un petit peu pour informer puis partager des informations avec le citoyen qui se fasse une idée et tout citoyen est invité à justement participer à la construction de cette charte. On a déjà commencé, notamment dans le cadre des groupes de travail. On a recueilli aussi la parole citoyenne sur le terrain sous la forme de micro-trottoirs en fait conduits par Enzo et Alain ici présents. Donc voilà, donc c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne et voilà comment en fait on donne suite un petit peu au débat. La charte devant être actée, validée à l'automne prochain, l'automne 2022. Pour justement en fait laisser la mise en œuvre des actions et des engagements que la ville aura pu prendre sur cette question. D'accord. Monsieur Guater, je vous laisse conclure. Oui, ben merci beaucoup. C'était encore une fois une webconférence très intéressante. On a encore appris beaucoup de choses. C'était vraiment passionnant d'avoir vos témoignages. Et toutes vos questions. Alors, moi, je n'avais pas accès au chat, mais bon, j'imagine qu'il y a plein de choses à glaner aussi dans ce domaine-là. Ce qui est bien certain, c'est que si on parle de toutes ces questions, et notamment qu'on a parlé de la question des EHPAD, la question de ce qui existe sur Rennes au niveau des espaces d'ébattement, des caniparks ou autres, donc tout ça est en discussion. Hein. On va voir ce qui est possible de faire pour améliorer les choses,
pour que, avec vous, hein, avec l'ensemble de ces citoyens, et c'est bien l'objet de cette démarche. Hein. Donc après, on va et les questionnaires, tout ça nous aideront à bien identifier les problématiques et puis à construire avec vous. Donc du coup, la prochaine échéance telle que je vous ai rappelé au début de cette webconférence, c'est donc le 5 mars, le samedi 5 mars, où nous allons faire un forum sur la question des animaux en ville, la condition des animaux en ville. Donc on va aborder un certain nombre de questions et j'espère qu'on pourra se voir concrètement. Alors c'est pas encore sûr, hein, c'est même loin. On va voir dans quelles conditions on sera au niveau sanitaire et voir justement comment on va organiser exactement ce forum. Mais l'idée c'est vraiment de se réunir. Donc on va étudier tout ça. Et n'hésitez pas à utiliser l'adresse donc courriel, hein, donc c'est animaux, et donc je crois que Madame Martin vous l'avez mis sur le chat, et donc vous pouvez envoyer vos témoignages, vos problématiques, vos questions sur cette adresse email, voilà, pour pouvoir continuer cette discussion. Parfait. Donc merci beaucoup pour votre attention et puis ben, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, du coup,